Chapitre 59. Sur ta jolie tête. La porte du cabinet de cartographie s'ouvrit avec fracas. Les employés présents relevèrent la tête, peu habitués à ce type d'entrée en fanfare. « Où est Isco d'Etcheverry ? Qu'on m'apporte sa tête. Ça suffira. » La question gronda de la rue jusqu'au fond des bureaux. Ambrosius Björman, qui faisait office de responsable des opérations quotidiennes, passa la tête dans la pièce où Isco, Marcus Sand et deux autres employés complétaient des cartes, mettaient à jour des légendes. Isco travaillait lui-même à l'assemblage de la nouvelle carte du royaume de Suède, tâche prioritaire qui mobilisait une bonne dizaine de personnes, sans compter les géographes envoyés sur le terrain. Depuis la signature du traité de Westphalie, qui avait attribué de nouveaux territoires à la Suède, le travail ne manquait pas. Isco avait déjà reconnu la voix tonitruante de Nicolae Kovler. Pour que le vieux marchand hollandais se déplace lui-même jusqu'au département royal des cartes, il devait y avoir urgence. Il entendit son pas claudiquant avancer dans les pièces qu'il traversait, faisant gémir le plancher, bougonnant quand les gens ne s'écartaient pas assez vite. Puis il apparut sur le pas de la porte. « Vous, sortez tous !» s'écria-t-il. Isco fit un signe de tête. Les deux employés s'éclipsèrent. Marcus attendit un signe supplémentaire pour s'éloigner. Isco savait que son compagnon restait à proximité, prêt à intervenir si besoin était. Nicolae Colvert claqua la porte. Il s'assit sur un tabouret et s'affaissa d'un coup, épuisé de son entrée fulgurante. « Me faire ça ? À mon âge ? » ?»« Si vous m'expliquiez, Nicolae. » Le marchand sortit sa redingote noire et des feuillets roulés. Il les étala. Isco reconnut la carte du Spitzberg qu'il avait reconstituée à Göteborg. La carte grassement payée par Colvert, mais dont l'original lui avait été volé. « Tu avais ma confiance. » Que voulez-vous dire ? Nicolae Colvert étala de nouveau la carte qui s'était enroulée et en bloqua les coins avec une lampe à huile, des bougeoirs et un encrier. Du doigt, il pointa un endroit au sud de l'île d'Amsterdam et de Smeerenburg. Un de mes navires s'est jeté dans la gueule du loup, saisi par les Espagnols. Et tu penses bien que, puisque nous venons d'obtenir notre indépendance de ces rapaces, je n'ai rien à espérer de leur part. Tu sais combien j'ai perdu avec cette histoire ? J'en attendais 200 tonneaux. Et tout ça parce que ta carte indiquait une île tenue par les Hollandais, alors que c'était bien plus loin, au nord, et qu'ils n'ont jamais trouvé la baie protectrice où ils espéraient se cacher, comme l'indiquait ta carte, un traquenard. Et le rapport que je viens de recevoir de la part du capitaine est accablant. Nicolas, laissez-moi vous expliquer. Expliquer ? J'avais confiance en toi. Tu m'as trompé. Je ne veux pas mettre en cause votre capitaine. Il ne manquerait plus que ça. J'emploie les meilleurs au cas où tu l'aurais oublié. Nicolas, je vous en prie, écoutez-moi. Isco lui expliqua le vol de la carte par ses compatriotes hollandais. Et comment il s'était résolu à tenter de la reproduire de mémoire. Nicolae Colvert maugréa un moment, puis se calma. Tu aurais pu m'en parler. Isco écarta les bras. Il était sincèrement désolé, autant que Colvert était peiné de n'avoir pas su inspirer plus confiance. Jacques Van Eyck et Melchior de Haas, dis-tu ? Reprit le Hollandais, qui voyait l'embarras d'Isco. Ces pouilleux de Delft ? Vous les connaissez ? Van Eyck, en tout cas. Il appartient à la chambre de commerce de Delft, un associé dans la compagnie des Indes orientales. Je crois bien l'avoir vu à une ou deux rencontres de la compagnie, à Amsterdam. Colvert était plongé dans ses pensées, et, à voir sa mine, elle n'avait rien de sage. Il releva les yeux avec un air malicieux. « Tu es un malin, tu me plais. Pour me dédommager de ton mauvais tour, tu vas d'abord me faire une fausse carte que je destine à ce cochon de Van Eyck. Ça ne suffira pas, bien sûr. Je ne peux pas m'arrêter, mon travail est ici. Laisse-moi terminer. Si tu veux continuer ton travail ici, encore faut-il que tes employés suédois ignorent que tu es capable de faire des cartes truffées de fautes. C'était de mémoire et dans l'urgence. Je n'ai pas souhaité vous tromper, vous le savez. Je n'ai pas fini, dit Nicolae Colvert en tapant du poing sur la table, ce qui fit tomber l'encrier et le brisa. La porte s'ouvrit. Marcus passa la tête, interrogatif. Elle s'ouvrit plus encore, laissant la place à Ambrosius. Eh bien, un problème ? Ambrosius aperçut la carte du Spitzberg étalée devant Colvert. « Je reconnais la tapate, Isco. Je me trompe ?» Isco acquiesça.
Je ne crois pas t'avoir demandé de travailler sur cette région. Une carte réalisée en son temps pour mon compte, intervint Nicolai. J'expliquai à Isco que j'aimerais lui confier un travail d'égale qualité pour notre nouveau pays. Nous sommes nous-mêmes très en retard pour la nouvelle carte du royaume, qui réclame une priorité absolue, avec l'annexion du Jämtland, du Härjedalen. Une carte qui, j'en suis sûr, pourrait asseoir votre réputation auprès de mes compatriotes et vous offrir des débouchés supplémentaires, continua Colbert, comme s'il ne prenait pas garde à la remarque d'Ambrosius. Vous avez vous-même d'excellents spécialistes à Amsterdam. Et pour vous convaincre de ma bonne volonté, je suis prêt à vous céder celle-ci. Vous pourrez, j'en suis sûr, en tirer un très bon prix de n'importe quel marchand anglais ou espagnol qui court désespérément après de tels ouvrages, maintenant qu'ils craignent encore plus de notre indépendance. Faites-en des copies, croyez-moi. Pourquoi mettriez-vous donc cette carte sur le marché? Plus il y aura de navires au Spitzberg, plus le marché sera important. Les prix de l'huile de baleine baisseront dans un premier temps, mais pour qui sait bien gérer les stocks, à terme, les prix seront bien plus élevés. Qu'en dites-vous? Nous pourrions même nous associer. Il se tapa sur le ventre, toujours plus rond. Ambrosius paraissait jauger l'affaire, impressionné par la démonstration du marchand dont la réputation n'était plus à faire. Isco connaissait Colbert depuis longtemps, mais son art du rebond l'impressionnait toujours. Mais ne visez que les marchands anglais ou espagnols, insista Nicolai. Vous doublerez votre bénéfice. Bien, bien, je garde donc cette carte, dit Ambrosius en se dépêchant de saisir le document. Et je vous prête Isco, mais pas trop longtemps. Lorsqu'Ambrosius eut quitté la pièce, Nicolai se tourna vers Isco avec un air conspirateur. Pour cette saleté de Van Eyck, tu vas me dessiner la pire carte de Laponie que tu puisses imaginer pour être sûr qu'il se perde dans les dédales de vallées sans fond si par bonheur il s'y engage. Et s'il préfère vendre sa carte, il ruinerait sa réputation. Dessine, signe-la du nom de ton pire concurrent, je m'arrangerai pour qu'elle tombe entre ses mains. Il se frotta les siennes. Nicolai reprenait les couleurs. Pour le reste, nous revenons à nos premières amours, Isco, l'Asie. Avec notre indépendance, notre commerce là-bas va exploser comme jamais. Nous avons perdu trop de temps. Je veux que tu partes là-bas. Isco passa les semaines suivantes presque sans voir la lumière du jour. Il arrivait tôt le matin à l'atelier, quand il faisait encore nuit, en repartait tard lorsque le ciel était noir d'encre. Travaillait d'arrache-pied, soutenu par Marcus, qui n'y suffisait pas en dépit de ses efforts. Seule l'odeur de Stockholm lui indiquait vaguement l'heure de poissons frais débarqués et vendus non loin du département royal des cartes, dans la matinée, disparaissaient le soir. Ce jour-là, il quittait l'office un peu moins tard que d'habitude, lorsque Anna lui sauta presque dessus. « Je t'attendais, dit-elle d'une voix étouffée. Isco regarda autour d'eux. Il est bien tard pour une jeune fille, les rues ne sont pas sûres. Des ombres traînaient non loin d'eux, chuchotantes. Gardes ou brigands, amoureux ou conspirateurs. Il la prit par la main et l'éloigna des silhouettes. « Que me veut ma belle protestante ? Oh, Isco, je n'en peux plus d'être ici, j'étouffe, je veux quitter ce pays. » Isco l'entraîna le long de l'eau, là où le bruit des vagues portées par le vent les protégeait des indiscrets. Que s'est-il passé? Tu sais bien ce qui se passe. Elle cria presque. Isco posa son doigt sur ses lèvres. Anna emprisonna l'index entre ses mains. Elle ferma les yeux et embrassa le doigt qu'elle maintenait sur sa bouche. Isco caressa ses cheveux de sa main libre. Il murmura. « Va ici, Anna. » La jeune fille ouvrit les yeux. Isco avait du mal à la voir à la seule clarté de la pleine lune, mais elle semblait à la fois triste et heureuse. « Un jour, tu repartiras pour ton pays. Emmène-moi. » Isco garda sa main serrée contre lui. Il respirait profondément. Comme tout serait plus simple. Partir à Saint-Jean-de-Luz, emmener Anna, elle l'aimait, il le sentait. Ouvrir un atelier de cartographie. Oui, tout serait plus simple. Il pourrait habiter dans la demeure familiale qui avait été reconstruite, plus belle et plus forte encore, après la description par les Espagnols. Il n'y aurait plus de Carmelo, mais son premier fils porterait le prénom de son ami. Il rêvassait, et, à ses côtés, Anna aussi parcourait le pays des rêves, silencieuse.
la tête reposant contre l'épaule d'Isco. Calme maintenant. Mais rien de tout cela n'était possible. On ne le laisserait jamais tranquille. Colbert misait sur lui pour se développer en Asie. Jacques de Mons le harcèlerait, le menacerait peut-être. Frédéric ne le laisserait jamais en paix s'il lui enlevait sa fille. Bien, je te raccompagne. Anna sembla se réveiller. Je ne suis pas la seule à vouloir partir. Dans la pénombre, Anna ne put percevoir l'étonnement d'Isco. Jamais il n'aurait imaginé que Léna souhaitait aussi quitter la Suède. Il repensa à ces quelques secondes d'effleurement qui l'avaient ému mieux que bien des étreintes. « Jure-moi de le garder pour toi. » Il jura. « Sur ma tête. » Il l'embrassa sur le front. « Sur ta jolie tête, je jure. » Anna regarda autour d'elle. « Christina,